L'épreuve que réalisa Nelson Delise dans la version française de l'émission consistait à retenir 10 codes alphanumériques, comme le 24B1551A1375 que nous avons vu plus haut. À l'écran, il fit quelques erreurs minimes et facilement explicables. La règle de l'émission voulait que les invités proposent les codes eux-mêmes. Pour la plaisanterie, ils lui donnèrent d'abord des codes trop simples à retenir, comme leur numéro de téléphone. Très professionnel, Delise se mit à placer ces codes dans son palais de la mémoire avant que la production ne lui demande légitimement de recommencer l'épreuve sur des codes plus sérieux. Or, quand les nouveaux codes lui furent fournis, il avait gardé en tête son meilleur palais de la mémoire qui, encombré par les premiers numéros, ne lui permit pas de réaliser l'épreuve au mieux. Le public de la toute première émission française fut surtout impressionné par une épreuve beaucoup plus simple, mais intéressante au demeurant, le carré magique. On donne au concurrent un nombre de 3 chiffres, qu'il doit décomposer en autant de sous-nombres que nécessaire pour remplir toutes les lignes et toutes les colonnes d'un échiquier, de sorte que la somme de ces sous-nombres, par colonne et par ligne, donne le nombre initial. Pour corser l'épreuve, il ne peut remplir l'échiquier qu'en suivant les mouvements d'un cavalier, placé au hasard. Bien sûr, il tourne le dos à l'échiquier qu'il doit parcourir mentalement. L'exécution de l'épreuve ressemble à la suite d'instructions suivantes. B3 par 71, C5 par 61, D7 par 45. Dans le cas de l'émission, le total à décomposer était de 547. L'épreuve en vérité est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il faut d'abord retenir le parcours bouclé d'un cavalier, c'est-à-dire un parcours qui revient au point de départ. Raphaël, le concurrent heureux de cette épreuve, retint celui qui fut utilisé dans la version allemande de l'émission. Ensuite, il suffit d'apprendre par cœur un échiquier déjà rempli par un autre nombre, mettons 300, sachant de toute façon que tout nombre supérieur à 7 a son carré magique sans zéro. Si le nombre à décomposer durant l'épreuve est 308, il suffira d'ajouter le nombre 1 à chaque case du carré. Si c'est 380, on ajoutera 10 à chaque case. Et s'il faut ajouter moins que 8, il suffit d'ajouter ce nombre à toutes les cases qui font la diagonale de l'échiquier. Au final, quel que soit le nombre à décomposer durant l'émission, le concurrent devra le ramener par addition ou soustraction à l'échiquier qu'il aura appris par cœur, ce que fit Raphaël. L'intérêt de cette anecdote sur le plan neuro-ergonomique, c'est la rapidité du concurrent qui témoigne d'un entraînement type N-sigma. Ce terme désigne la capacité à exécuter un service ou un produit avec un nombre de défauts par million d'opportunités très faible. Si Raphaël excelle à apprendre l'échiquier par cœur, comme il le ferait d'une table de multiplication, puis à l'exécuter rapidement, c'est grâce à une pratique délibérée et assidue, même si apprendre 64 phrases du type B3 par 71 n'est après tout pas très éloigné de l'apprentissage d'une table de multiplication en français qui repose bien davantage sur la musicalité et le par cœur que sur le calcul mental. Son cas illustre avec simplicité la règle selon laquelle la passion réduit le nombre de défauts par milliers d'opportunités, ou par millions chez les meilleurs, ce que les industriels comme Airbus ou Tesla appellent simplement excellence. Si l'épreuve de Raphaël pouvait se réaliser avec une faible probabilité d'échec sur scène, en considérant la pression et les impondérables émotionnels, dès 5 heures d'entraînement sur Micmat, la majorité des gens pourraient donc, selon moi, la réaliser proprement entre 5 et 50 heures. Dans la première émission, l'excellence fut réellement atteinte par Sylvain. Sur une épreuve dont je placerai le curseur d'expertise, davantage entre 500 et 5000 heures, pour une probabilité acceptable de réussite sur scène. D'après mes entretiens avec lui, Sylvain, paysagiste passionné, avait en réalité accumulé entre 25 000 et 50 000 heures, soit environ 17 ans d'expérience professionnelle à plein temps, de pratique assidue dans son domaine, le dessin stéréoscopique. Il s'agit de ces dessins un peu séparés, l'un rouge, l'autre bleu, que l'on peut voir en 3D quand on porte les bonnes lunettes. Sylvain fut placé devant 2 murs géants de 40 par 40 Rubik's Cube identiques, dont les facettes étaient placées au hasard. On changea un point de couleur sur un seul des 1600 Rubik's Cube, chacun présentant 9 points, soit un total de 14 400 points de couleur, et Sylvain, en quelques minutes, fut capable de dire lequel. Sa méthode consistait à loucher, afin de superposer les 2 images avec une précision au pixel près.
Le point de disparité lui apparaissait alors comme un relief et lui sautait aux yeux. C'est le moins que l'on puisse dire. En psychologie, la technique de Sylvain est appelée saillance volontaire. Elle désigne la capacité de notre cerveau à mettre les choses en relief. On l'appelle également effet cocktail-party. À un cocktail, notre cerveau est tout à fait capable de n'écouter qu'une conversation dans la foule parlante, même si cette conversation n'est pas tenue à côté de nous. Déceler un pixel modifié parmi 14 400, cela procède un peu de la même méthode. J'ai eu la chance de donner un jour une conférence avec le champion de ski Edgar Gros-Piron, qui propose une analyse identique dans son expertise. En bon athlète, il effectuait chaque année des centaines d'heures d'entraînement, plus d'1 million de virages dans sa vie, le tout pour quelques minutes de compétition seulement, disons 6 descentes par an au maximum. Or, le jour J, il ne devait pas seulement exécuter une bonne descente, il devait savoir l'exécuter avec un nombre de défauts par milliers, ou par millions, très faible. Pour cela, il déclare travailler sur l'accélération de son taux d'apprentissage. Mon concurrent a de l'avance technique, mais nous réalisons le même nombre de virages par an. S'il s'améliore tous les 100 virages, moi, je m'améliorerai tous les 60 et je le devancerai. C'est ce qui se produisit aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992, où il remporta la médaille d'or du ski de boss. En résumé, nous pouvons tous être extraordinaires, mais l'excellence, qu'elle soit dans le record ponctuel ou dans la fiabilité absolue que nécessite une compétition, ne peut s'atteindre sans passion. L'amour est encore la matière la plus efficace de reproduire un geste physique ou mental des milliers de fois, d'acquérir des milliers d'heures de pratique pour une tâche qui semblerait une corvée à n'importe qui d'autre. Je ne connais personne d'excellent qui ne soit pas aussi amoureux du domaine où il excelle. Avec Alan Snyder, je fais partie de ceux qui pensent que les compétences savantes sont latentes chez chacun d'entre nous. Il y a en chacun de nous un Mozart ou un Nikola Tesla. Et l'expérience ne consiste pas tant à acquérir l'excellence de ces génies qu'à la déverrouiller dans nos cerveaux. Même si cela semble contre-intuitif, c'est précisément ce qu'illustre le rarissime syndrome du savant acquis, dans lequel des personnes, à la suite d'une lésion, se découvrent d'époustouflantes compétences mentales et pratiques, comme de jouer d'un instrument sans l'avoir jamais pratiqué, ou de visualiser des intrications de courbes mathématiques avec une facilité déconcertante. Tout se passe comme si notre cerveau était verrouillé de l'intérieur, bridé dans ses capacités extraordinaires et que nous pouvions le débrider. Là, en effet, nous le sous-employons. Quelques cas du syndrome du savant acquis. Anthony Cicoria, chirurgien orthopédique, fut frappé par la foudre en 1994 dans une cabine téléphonique et ranimé par une femme infirmière qui attendait que la cabine se libère. Après son trauma, il se découvrit une fascination pour le piano qu'il apprit seul jusqu'à pouvoir mettre en forme des mélodies qui s'étaient mises à le hanter, dont l'appropriée Sonate de l'éclair. Tommy McHugh, survivant de 2 ruptures d'anévrisme, fut pris d'un désir irrépressible d'écrire et de peindre, pratique délibérée auquel il se livra autour de 18 heures par jour, tous les jours, des suites de ses accidents vasculaires cérébraux. Orlando Serrell, blessé à la gauche de la tête durant une partie de baseball, se révéla soudain capable de donner le jour exact de n'importe quelle date du calendrier dans les 100 dernières années, alors que le traumatisme ne lui avait laissé pour séquelle apparente qu'un mal de tête de quelques jours. Pour décrire ce prodige, il disait que les réponses apparaissent directement devant lui. Le neurologue Bruce Miller fait mention dans ses travaux de cas similaires où des patients assez âgés, atteints d'une démence fronto-temporale, voient apparaître chez eux des capacités artistiques manifestes. La théorie de Snyder quant aux savants acquis est d'une grande limpidité. Mon hypothèse est que les savants ont un accès privilégié à de l'information de plus bas niveau, moins transformée, avant qu'elle ne soit assemblée dans des concepts holistiques et des étiquettes signifiantes. Du fait d'une faille dans l'inhibition descendante, les savants peuvent accéder à cette information qui existe dans tous les cerveaux, mais se trouve normalement sous la réalisation consciente. Cela suggère pourquoi les capacités des savants pourraient émerger spontanément chez des gens normaux et pourquoi il serait possible de les induire artificiellement par une stimulation magnétique transcrânienne à basse fréquence. Selon Snyder, on pourrait induire le syndrome du savant, et l'introduction d'une telle neurotechnologie
aurait pour conséquence de transformer l'humanité. Il existe deux grandes forces dans le développement de l'intelligence, l'inhibition et la stimulation. Des chercheurs comme Olivier Houdet pensent à raison que se développer, c'est apprendre à inhiber. À la question « Que boit la vache adulte ?», notre cerveau doit inhiber la réponse « du lait » qui est en lui associé à vache. Le développement de l'intelligence chez l'enfant semble procéder du même mécanisme. À l'inverse, le phénomène du savant acquis ressemble à une désinhibition. Cela voudrait dire qu'il existe dans notre cerveau un compromis permanent entre inhibition et excitation des populations de neurones. Notre cerveau cherche à faire taire les réseaux qui n'ont pas la bonne réponse et à amplifier ceux qui l'ont. Et l'apprentissage consiste à distinguer ces deux types de réseaux. Si nous savions à l'avance qu'un réseau a tort et qu'un autre a raison, nous pourrions inhiber l'un et amplifier l'autre par stimulation transcrânienne et accélérer ainsi l'apprentissage, voire provoquer le génie. Chaque fois que nous écoutons quelqu'un jouer du piano, il est probable qu'une population de neurones parmi les 86 milliards de notre cerveau sache exactement rejouer ce qu'elle vient d'entendre. La pratique, les milliers d'heures accumulées par un Mozart ne servent peut-être pas à former des neurones au piano, mais à donner la parole aux bons neurones parmi toutes les populations possibles. Mathématiquement, il y a 2 à la puissance 86 milliards de populations de neurones possibles dans notre cerveau. Bien sûr, notre boîte crânienne n'a pas un volume suffisant pour brancher toutes les populations possibles entre elles avec des faisceaux de substance blanche. La substance blanche est le fil conducteur le plus connu pour relier les neurones. Mais l'on peut rêver un jour d'une communication neuronale sans fil. Après tout, la possibilité que le cerveau humain abrite du calcul quantique est sérieusement considérée par certains chercheurs actuels, tandis qu'elle était présentée comme ridicule quand le physicien Roger Penrose la défendit à la fin des années 1980. J'ai moi-même rapporté dans un éditorial du Point qu'elle était à l'étude par la recherche, ce qui m'a valu d'être étrillé par une poignée de scientifiques obtus, alors même que les études que je citais avaient été publiées ailleurs. Tout changement révolutionnaire, nous le rappellerons, est perçu en 3 étapes dans la société. Ridicule, dangereux, évident. Il y a bien une chose que le cerveau n'aime pas, c'est qu'on vienne déranger sa zone de confort. Dans le cas du savant acquis, il me semble donc que le cortex frontal se met soudainement à laisser parler des neurones à qui il ne donnait pas la parole autrement. Certaines drogues, comme le LSD, peuvent aussi nous donner un accès conscient à ces activités. Dans le cas des hallucinations sous acide, des activités spontanées d'air cérébral sensoriel, normalement tues par le contrôle de notre cortex frontal, se ferait un accès à notre conscience. Si nous savions donner la parole à la bonne population de neurones, celle qui est associée à la réalisation d'une tâche en particulier, nous pourrions un jour imprimer des connaissances dans le cerveau, comme avec une imprimante 3D. Donner la parole, c'est ce que peut effectuer la stimulation transcrânienne à courant direct. En gros, une pile de 6 volts reliée à un patch de tissu, ou magnétique, qu'évoque Snyder afin de reproduire le syndrome du savant. Pour y parvenir, il faut en effet inhiber l'inhibition et faire place aux bons neurones. De cette manière, nous pourrions apprendre immensément vite et ouvrir la voie à une ère aussi remarquable que le fut celle de l'écriture ou de l'imprimerie. Raja Parasuraman, le père de la neuroergonomie moderne, a démontré qu'il était possible d'accélérer un apprentissage par stimulation transcrânienne à courant direct, un résultat qui a été confirmé et amplifié depuis. Donc, oui, se développer, c'est apprendre à inhiber, mais c'est aussi, symétriquement, apprendre à se désinhiber. Les 2 tendances sont en équilibre dans le cerveau et la perturbation de cet équilibre peut produire aussi bien le génie que la folie. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont parfois si proches l'un de l'autre.